Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission qui parle de la santé. Aujourd'hui, le thème est simple, le syndrome des ovaires polykystiques ou en abrégé SOPK. Nous allons discuter avec le docteur Glody qui va nous parler de ce sujet. Bonjour docteur, comment allez-vous ? Je vais bien. Merci et vous, comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Allez, entrons à présent dans le vif du sujet, docteur. Nous avons récolté plusieurs questions concernant le syndrome des ovaires polykystiques et on espère que vous nous aiderez à trouver des réponses. Alors commençons par le commencement. Qu'est-ce que le syndrome des ovaires polykystiques ? Le syndrome des ovaires polykystiques est un trouble hormonal courant chez les femmes en âge de procréer. Il est caractérisé par une accumulation de follicules dans les ovaires qui peuvent empêcher la libération d'un ovule lors de l'ovulation. Les symptômes varient, mais incluent des cycles menstruels irréguliers, une excessivité de la pilosité et des problèmes de fertilité. 2. Quels sont les symptômes du SOPK ? Les symptômes incluent des cycles menstruels irréguliers ou absents, une prise de poids, une acné persistante, une pilosité excessive sur le visage et le corps, hirsutisme et la présence de kystes ovariens détectés par échographie. Quelles sont les causes du syndrome des ovaires polykystiques ? La cause précise du syndrome des ovaires polykystiques n'est pas entièrement comprise, mais on pense qu'il soit lié à des facteurs génétiques, hormonaux et environnementaux. Une résistance à l'insuline est également fréquemment observée chez les femmes atteintes de SOPK, ce qui peut exacerber les symptômes. Comment le syndrome des ovaires polykystiques est-il diagnostiqué ? Le diagnostic repose sur un examen physique, un historique médical, des analyses de sang pour vérifier les niveaux d'hormones et une échographie pelvique pour détecter les kystes. Les critères de Rotterdam, qui incluent l'absence d'ovulation, des niveaux élevés d'androgènes et des ovaires polykystiques, sont souvent utilisés. Quelle est la physiopathologie du syndrome des ovaires polykystiques ? On suppose généralement que le syndrome des ovaires polykystiques est causé par un trouble du circuit de contrôle endocrinien hypothalamo-hypophyso-ovarien, bien que la localisation exacte ne soit pas claire. Les perturbations de la sécrétion de GnRH entraînent une augmentation de la concentration de LH et une concentration relativement réduite de FSH. En conséquence, davantage d'androgènes sont produits. De plus, dans le syndrome des ovaires polykystiques, une augmentation de la production d'androgènes est observée dans le cortex surrénalien. La maturation des follicules est empêchée et l'ovulation ne se produit pas. Dans le même temps, les niveaux d'estrogène augmentent parce que les androgènes sont convertis en estrogène par l'aromatase dans le tissu adipeux périphérique. Dans le syndrome des ovaires polykystiques, les cellules de la TEC sécrètent des quantités accrues d'androgènes. De plus, les cellules de la granulosa de l'ovaire produisent des quantités accrues d'hormones antimullériennes. Dans jusqu'à 70% des cas, il existe une association avec une résistance à l'insuline. On soupçonne également que divers facteurs sont à l'origine du risque accru de maladie mentale associé au syndrome des ovaires polykystiques. D'une part, l'hyperandrogénémie et ses symptômes associés peuvent entraîner un stress psychologique. Entre autres, la stigmatisation éventuelle joue un rôle. Cependant, les symptômes psychologiques précèdent souvent l'androgénisation et peuvent être présents même si l'androgénisation clinique ne se produit pas. Par conséquent, d'autres facteurs sont discutés. Réduction de l'effet anxiolytique de la progestérone et processus neuro-inflammatoire possibles. Quelles sont les complications et comorbidités associées au syndrome des ovaires polykystiques ? Il y a un risque accru de syndrome métabolique avec dyslipidémie, obésité, hypertension artérielle, intolérance au glucose et diabète sucré. Il y a également un risque accru de diverses maladies mentales, par exemple dépression, troubles anxieux et panique en dernier. Il y a un risque accru de cancer de l'endomètre, possiblement dû à des facteurs de risque métabolique. Est-ce que le syndrome polykystique des ovaires augmente le risque des complications liées à des grossesses ? Oui, et cela comprend la prééclampsie, le diabète gestationnel, la fausse couche y compris la naissance prématurée. Quels sont les examens de laboratoire pour le syndrome polykystique des ovaires ? Les concentrations d'hormones dans le sang et l'urine donnent une image incohérente. La concentration de FSH est généralement normale à réduite, tandis que le rapport LH-FSH est souvent supérieur à 2 à 3 en raison de l'anovulation chronique et de l'effet continu des estrogènes sur l'hypophyse. De plus, les androgènes tels que la testostérone, l'androsténdione, la déhydroépiandrostéprocéprostépron en abrégé DHEA sont considérablement augmentés. L'hormone antimullérienne est souvent élevée et peut être déterminée à l'âge adulte comme marqueur du pool de follicules ovariens. Cependant, des niveaux élevés de l'hormone anti-mullérienne ne suffisent pas à eux seuls à diagnostiquer le syndrome des ovaires polykystiques. En plus de la détermination des différentes hormones, le statut lipidique, triglycérides, LDL, HDL, et le métabolisme du sucre dans le sang,
par exemple à l'aide d'un test oral de tolérance au glucose, sont examinés. Parlez-nous de l'échographie de l'ovaire dans le cadre du diagnostic du syndrome polykystique des ovaires. La morphologie polykystique peut être détectée par échographie de l'ovaire. Selon les critères de Rotterdam, cela se produit lorsqu'un ovaire contient 12 follicules ou plus d'un diamètre de 2 à 9 mm et ou que le volume de l'ovaire dépasse 10 ml. Dans la littérature récente, un seuil de 20 follicules ou plus par ovaire est défini. Une échographie négative n'exclut pas le syndrome des ovaires polykystiques, car dans certains cas, l'ovaire peut paraître normal. Que peut-on dire au sujet de l'examen histologique dans le cadre du diagnostic du syndrome polykystique des ovaires? L'examen histologique d'une biopsie ovarienne révèle de multiples microkystes avec des follicules atrétiques et immatures, ainsi qu'une capsule fibreuse et épaissie. Quels sont les symptômes clés du syndrome des ovaires polykystiques qui peuvent alerter? Il y a en premier lieu l'oligoménorrhée qui est un trouble du rythme menstruel. Ici, la durée du cycle d'une femme est supérieure à 35 jours et inférieure ou égale à 90 jours. Dans certains cas aménorrhée secondaire, il y a l'absence de règles au-delà de 90 jours. En deuxième lieu, l'androgénisation qui est une augmentation de la pilosité masculine, notamment hirsutisme. C'est une augmentation de la pilosité sur le menton, la lèvre supérieure, la poitrine, la région pubienne, les cuisses, alopécie androgénétique, chute de cheveux, rarement virilisation, par exemple approfondissement de la voix, hypertrophie clitoridienne. Ces deux éléments conduisent les patientes en clinique et là, quand on fait une échographie, on trouve en troisième lieu les ovaires polykystiques qui sont des ovaires visibles à l'échographie qui ont un volume d'au moins 10 ml et ou contiennent 12 follicules, sacs ovulaires, de 2 à 9 mm chacun. Ces trois éléments permettent de suspecter le diagnostic du syndrome polykystique des ovaires. Quelles questions posez-vous à une patiente lors de l'anamnèse d'un syndrome polykystique des ovaires? Les questions sont par exemple, pour les symptômes, quand avez-vous remarqué des symptômes tels que des changements dans la pousse des cheveux ou dans la voix? Souffrez-vous de changements cutanés tels que la peau grasse, l'acné ou la perte de cheveux? À quelle vitesse ces symptômes se sont-ils développés? Avez-vous des règles régulières? Si ce n'est pas le cas, à quelle fréquence cela se produit-il? Avez-vous des cycles irréguliers ou très longs? Avez-vous des douleurs dans le bas-ventre? Avez-vous un désir inassouvi d'avoir des enfants? Dans l'histoire végétative, on peut demander par exemple, êtes-vous en surpoids? Avez-vous une alimentation équilibrée? Faites-vous de l'exercice régulièrement? Pour les antécédents médicaux, on peut demander par exemple, existe-t-il des troubles hormonaux connus, de l'obésité, du diabète sucré, de l'hypertension, pression artérielle élevée, ou de l'hypertriglycéridémie, trouble du métabolisme lipidique. Pour les opérations antérieures, on peut demander par avez-vous eu dans le passé des opérations, par exemple des interventions gynécologiques? Pour les allergies, on demande simplement avez-vous des allergies? Si oui, de quelle allergie souffrez-vous? Pour les antécédents médicaux, on peut demander à la patiente s'il y a une notion de prise de médicaments tels que les contraceptifs hormonaux, des médicaments pour réguler les cycles, l'insuline ou metformine, des corticostéroïdes. Pour la notion des substances nocives, on pose les questions suivantes. Fumez-vous? Si oui, combien de cigarettes, de cigares ou de pipes par jour? Si la patiente ne fume pas, on peut toujours demander si elle a fumé dans le passé en disant « Avez-vous fumé dans le passé? Si oui, pendant combien de temps et depuis quand avez-vous arrêté? Combien de cigarettes avez-vous fumé à cette époque? » Autre question, c'est au sujet de l'alcool. Est-ce que vous prenez de l'alcool? Si oui, quelle boisson et combien de verres par jour? Une autre question est la drogue. Il est important de ne pas vexer la patiente dans ce genre de questions, en disant « Madame, ne soyez pas offensée par cette question parce que c'est une question habituelle que le médecin pose souvent aux patients. Prenez-vous de la drogue? Si oui, quel type de drogue prenez-vous et depuis combien de temps? Pour l'historique familial, les questions à poser sont par exemple existe-t-il des femmes dans votre famille qui souffrent de troubles hormonaux tels que le syndrome des ovaires polykystiques? Est-ce que l'un de vos proches souffre de maladies telles que le diabète sucré, l'obésité ou des troubles hormonaux? À ces questions, on peut ajouter dans le cadre de l'histoire sociale, les questions telles que quel métier exercez-vous? Existe-t-il des signes de stress psychosocial ou de facteurs de stress dans la vie quotidienne? Comment faites-vous l'examen physique dans le cadre du diagnostic du syndrome polykystique des ovaires? L'examen physique d'une patiente suspectée d'avoir un syndrome des ovaires polykystiques doit être systématique et complet. Dans l'inspection, on commence par une observation générale. Ici, il faut évaluer l'état général de la patiente. Signes d'obésité, de fatigue ou d'angoisse. Ensuite, il faut observer la présence de signes d'hirsutisme, pilosité excessive sur le visage, le thorax, le ventre, etc. Ensuite, on passe à la peau et les cheveux. Ici, il faut évaluer les caractéristiques de la peau.
acné, séborrhée, anomalies pigmentaires. Et observer la kératose pilaire ou des anomalies du cuir chevelu, alopécie androgénétique. Ensuite, on fait un constat du rapport corporel. Ici, il faut noter la distribution des graisses corporelles, en particulier la présence d'une obésité abdominale. Dans le cadre de la palpation au niveau de l'abdomen, il faut palper l'abdomen au niveau des fosses iliaques pour détecter la douleur, des masses ou une distension. Au niveau des ovaires, lors de l'examen pelvien, les ovaires peuvent être palpés par voie vaginale. Évaluer la présence de masse, de douleur ou d'anomalies. Concernant le souffle abdominal, il faut palper pour la sensibilité dans la région pelvienne ou abdominale. Dans la percussion au niveau de l'abdomen, vérifiez la percussion de l'abdomen pour détecter une éventuelle distension ou la présence de liquide acide. Recherchez une sensibilité à la percussion qui pourrait indiquer une inflammation. Dans l'auscultation, concernant les bruits abdominaux, il faut écouter les bruits intestinaux pour s'assurer qu'il n'y a pas de signes d'obstruction ou d'autres anomalies gastro-intestinales. Concernant les bruits vasculaires, il faut écouter les bruits vasculaires abdominaux pour détecter des anomalies éventuelles qui pourraient être liées à un syndrome métabolique. Dans l'examen gynécologique, pour l'examen pelvien, il faut positionner la patiente correctement, gynécologique, pour un examen pelvien complet. Il faut utiliser un spéculum pour visualiser le col de l'utérus et le vagin. Notez toute anomalie, telles que des infections, des nodules ou des saignements. Pour la palpation vaginale, il faut palper le vagin et l'utérus pour détecter des masses, des douleurs ou un agrandissement de l'utérus, hypertrophie. Pour l'évaluation des annexes, il faut évaluer les trompes et les ovaires par palpation bimanuelle, de l'abdomen et du vagin, pour détecter des masses ou une sensibilité, suggérant une pathologie ovarienne ou tubaire. Le syndrome des ovaires polykystiques est-il héréditaire? Oui, des études ont montré que le syndrome des ovaires polykystiques peut avoir une composante génétique. Si un membre de votre famille, comme votre mère ou vos sœurs, est atteint, le risque que vous le développiez augmente. Comment le SOPK affecte-t-il la fertilité? Le syndrome des ovaires polykystiques peut entraîner des problèmes d'ovulation, ce qui rend plus difficile la conception. Les femmes peuvent également rencontrer des complications comme le diabète gestationnel et des problèmes pendant la grossesse. Quels sont les risques associés à cette maladie? Les femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques ont un risque accru de complications telles que le diabète de type 2, l'hypertension, l'hypercholestérolémie et les maladies cardiaques. Elles peuvent également être à risque de développer un cancer endométrial en raison des irrégularités menstruelles. Comment le syndrome des ovaires polykystiques est-il traité? Le traitement varie en fonction des symptômes et des objectifs des patients. Il peut inclure des changements de mode de vie, régime alimentaire et exercice, des médicaments pour réguler le cycle menstruel, des traitements pour l'acné et l'hirsutisme, ainsi que des médicaments comme le clomifène pour stimuler l'ovulation. Pouvez-vous détailler le traitement du syndrome polykystique des ovaires? Alors l'objectif de la thérapie est la réduction de la production d'androgènes dans les ovaires et ou le cortex surrénalien. Les recommandations de traitement dépendent des souhaits du patient et des symptômes cliniques prédominants. Désir de contraception, symptômes cutanés, acné, alopécie, hirsutisme, résistance à l'insuline, syndrome métabolique, désir d'avoir des enfants, régulation du cycle. Le type de traitement, qu'il soit local ou systémique, dépend de la sévérité de l'androgénisation et de la situation de la patiente, préménopausée. Avec ou sans désir d'enfant ou de contraception, ou post-ménopausée. Il n'existe pas de directive thérapeutique généralement contraignante. L'alimentation et l'exercice doivent être au centre des mesures thérapeutiques. Souvent, la perte de poids seule conduit à une normalisation du cycle et à la maturation des follicules, maturation des ovules. Des améliorations significatives sont observées dans l'hormone folliculostimulante, FSH, la globuline liant les hormones sexuelles, la testostérone totale, l'androstendione, l'indice d'androgène libre et le score FG. Score de Ferryman-Gallwey pour quantifier l'hirsutisme ou augmentation de la croissance des cheveux dépendante des androgènes, si une contraception est souhaitée. Un contraceptif hormonal combiné, association estrogène-progestatif, avec un progestatif anti-androgénique est recommandé comme préparation initiale. En cas de contre-indication ou de non-souhait de contraception, des anti-androgènes tels que la spironolactone ou le finastéride sont recommandés, contre-indiqués pendant la grossesse. Si vous souhaitez avoir des enfants, ceux-ci réduisent les niveaux de testostérone libre jusqu'à ce que la grossesse se produise. Si l'effet est insuffisant, une combinaison de plusieurs préparations peut être nécessaire ou utile. Par exemple, estrogène avec un progestatif anti-androgénique et le finastéride, un bloqueur des récepteurs aux androgènes non stéroïdiens, ou la spironolactone, un antagoniste de l'aldostérone. Allons-y plus en détail. Pour le traitement des problèmes menstruels en l'absence de désir d'enfant, le traitement de première intention consiste en l'administration de contraceptifs oraux combinés. Les préparations à faible teneur en éthénylestradiol sont particulièrement adaptées. Cependant, il ne s'agit pas d'une thérapie causale.
L'objectif principal est d'améliorer l'irrégularité du cycle et les symptômes de l'androgénisation. Le traitement par inhibiteur de l'ovulation contenant de l'acétate de cyprotérone peut être envisagé comme traitement de deuxième intention. Ils inhibent de manière compétitive les récepteurs aux androgènes et en combinaison avec l'éthénylestradiol, entraînent une réduction de la sécrétion de TLH et de FSH. Toutefois, l'association d'acétate de cyprotérone et d'éthénylestradiol ne doit être utilisée qu'après une évaluation minutieuse du rapport bénéfice-risque, par exemple, en cas des acnées sévères résistantes au traitement ou d'hirsutisme sévère. Le traitement par inhibiteur de l'ovulation pour le SOPC est souvent critiqué car il ne traite pas la novulation et augmente également le risque de saute d'humeur, de dépression et de résistance à l'insuline. L'arrêt de la pilule peut également entraîner une nouvelle androgénisation, parfois appelée SOPC post-pilule. Si vous souhaitez avoir des enfants, une stimulation folliculaire peut être effectuée, par exemple, avec du létrozole ou du clomifène. Une autre option est le forage ovarien. Le traitement par glucocorticoïdes peut inhiber la production d'androgènes dans le cortex surrénalien en présence d'hyperandrogénémie surrénalienne concomitante. Cependant, des effets secondaires graves sont possibles et la thérapie a un effet aggravant sur un éventuel syndrome métabolique. Pour le traitement des symptômes métaboliques en cas de résistance à l'insuline, la metformine est utilisée hors indication pour abaisser le taux de sucre dans le sang. La metformine entraîne également une réduction de la concentration d'androgènes dans l'ovaire et le cortex surrénalien. Existe-t-il un traitement chirurgical dans le cadre du syndrome des ovaires polykystiques ? Le syndrome des ovaires polykystiques est un trouble endocrinien et métabolique caractérisé par une anovulation chronique, absence d'ovulation, une hyperandrogénémie, taux élevés d'hormones mâles et des ovaires polykystiques. La thérapie se concentre principalement sur les médicaments. Les interventions chirurgicales ne sont envisagées que dans deux cas sélectionnés. Premier cas, excision cunéiforme des deux ovaires. L'excision en coin des ovaires, ablation chirurgicale d'un coin ovarien, a longtemps été considéré comme le traitement standard de l'anovulation dans le syndrome des ovaires polykystiques. Le taux de grossesse post-opératoire était d'environ 60%. Les raisons de l'abandon de cette procédure dans les années 1960 et 1970 sont le taux élevé d'adhérence post-opératoire, adhérence tubaire, entraînant une fertilité réduite, sous-fertilité. Il y a eu des alternatives pharmacologiques plus efficaces, notamment par clomifène, induction de l'ovulation, et la thérapie par gonadotrophine. En conclusion, l'excision cunéiforme n'est plus recommandée car des alternatives mini-invasives avec des taux de complications plus faibles sont disponibles. Deuxième cas, forage ovarien laparoscopique. Les indications. Alternative au traitement par gonadotrophine chez les patients résistants au clomifène. Chez les femmes atteintes d'hyperandrogénémie qui ne répondent pas aux mesures conservatrices. Comment Proctor. Il faut un resurfaçage ovarien laparoscopique mini-invasif. Il faut 4 à 6 coagulations ou ponctions de quelques millimètres de profondeur et de 3 à 5 mm de diamètre par ovaire. Les techniques sont électrocoagulation, laser CO2, laser à argon, laser YAG. Le mécanisme d'action et effet sont, en premier lieu, la réduction des androgènes. Réduction à long terme des niveaux de testostérone d'environ 50%. La réduction de la LH, hormone lutéinisante. Amélioration du rapport FSH-LH. En deuxième lieu, les ovulations spontanées. Jusqu'à 90% d'ovulation spontanée après le forage ovarien laparoscopique, même en cas d'anovulation résistante au clomifène. L'effet dure jusqu'à 5 ans. Les complications et risques de cette technique sont adhérence ovarienne. Dans jusqu'à 20% des cas, selon la méthode, et il y a un risque plus faible que l'excision cunéiforme, mais plus élevé que le traitement médicamenteux. En conclusion, le forage ovarien laparoscopique est une alternative utile au traitement par gonadotrophine, notamment en cas de résistance au clomifène, mais comporte un certain risque d'adhérence. Pour conclure concernant le traitement chirurgical, les mesures chirurgicales ne sont utilisées que dans les cas réfractaires au traitement. Le traitement médicamenteux reste la thérapie principale. Que doit-on retenir de la metformine dans le cadre du traitement du syndrome polykystique des ovaires ? La metformine, un médicament du groupe des biguanides, est désormais considéré comme le médicament de choix pour le syndrome des ovaires polykystiques et le syndrome métabolique afin d'améliorer la résistance à l'insuline, efficacité réduite de l'insuline du corps dans les organes cibles, le muscle squelettique, le tissu adipeux et le foie. La perte de poids moyenne est d'environ 6 à 10 kg en 6 mois. De plus, la metformine entraîne une réduction de la pression artérielle systolique, des triglycérides et une augmentation du cholestérol HDL. Il est important de comprendre aussi, en discutant avec votre médecin, comment utiliser la metformine. La metformine pendant la grossesse augmente le poids corporel de l'enfant et plusieurs études le confirment. La prise de metformine au cours du premier trimestre, troisième trimestre de la grossesse, n'entraîne des risques accrus d'issues défavorables de la grossesse qu'en cas de diabète préexistant et ces risques sont
taux accru de malformations congénitales, d'avortement, une diminution du cholestérol LDL et un risque légèrement accru d'épilepsie infantile, surtout si les mères ont été traitées avec le clomifène. C'est pourquoi il faut faire un suivi particulier quand il y a la présence d'un diabète gestationnel associé à une grossesse. Les changements de mode de vie sont-ils efficaces? Oui, perdre du poids même de manière modérée peut aider à réguler les cycles menstruels et à améliorer la résistance à l'insuline. Une alimentation équilibrée et une activité physique régulière sont des pierres angulaires du traitement. Quelle est l'importance de la gestion de l'insuline dans le syndrome des ovaires polykystiques? La gestion de la résistance à l'insuline est cruciale, car une insulinorésistance peut aggraver les symptômes du syndrome des ovaires polykystiques. Des médicaments comme la metformine peuvent être prescrits pour améliorer la sensibilité à l'insuline. Les femmes atteintes de syndrome des ovaires polykystiques peuvent-elles tomber enceintes? Oui, beaucoup de femmes atteintes de syndrome des ovaires polykystiques peuvent tomber enceintes avec ou sans traitement. Bien que cela puisse être plus difficile, des options de traitement comme la stimulation ovarienne sont disponibles pour celles qui rencontrent des difficultés. Quelles sont les options de traitement pour l'hirsutisme? Les options incluent des contraceptifs oraux, des médicaments anti-androgènes et des traitements locaux comme la lumière ou l'électrolyse. Ces traitements visent à réduire la croissance des poils indésirables. Comment le syndrome des ovaires polykystiques affecte-t-il la peau? Les fluctuations hormonales peuvent provoquer de l'acné et d'autres troubles cutanés. Des traitements topiques ou oraux peuvent être nécessaires pour gérer ces symptômes. Le syndrome des ovaires polykystiques ou SOPK peut-il provoquer des problèmes psychologiques? Oui, les femmes atteintes de syndrome des ovaires polykystiques peuvent être à risque de développer des problèmes de santé mentale, tels que l'anxiété et la dépression, souvent associés aux défis liés à la gestion des symptômes. Quelle est la relation entre le syndrome des ovaires polykystiques et le diabète? De nombreuses femmes atteintes de syndrome des ovaires polykystiques développent une résistance à l'insuline, ce qui augmente leur risque de développer un diabète de type 2. Une surveillance régulière de la glycémie et des consultations médicales sont donc recommandées. Comment le syndrome des ovaires polykystiques ou SOPK varie-t-il d'une femme à l'autre? Les symptômes et la gravité du syndrome des ovaires polykystiques peuvent varier considérablement. Certaines femmes peuvent éprouver des troubles menstruels légers, tandis que d'autres peuvent faire face à des complications plus sévères. Le syndrome des ovaires polykystiques peut-il disparaître? Bien que le syndrome des ovaires polykystiques soit souvent un trouble de longue durée, certains symptômes peuvent s'améliorer avec les changements de mode de vie et le traitement. Certaines femmes constatent un soulagement pendant la grossesse ou après la ménopause. Le traitement hormonal est-il nécessaire pour toutes les femmes atteintes de syndrome des ovaires polykystiques? Pas nécessairement. Le besoin de traitement hormonal dépend des symptômes et des souhaits de chaque femme. Certaines peuvent gérer leurs symptômes par des moyens naturels. Quand les femmes doivent-elles consulter un médecin pour le syndrome des ovaires polykystiques? Les femmes devraient consulter un médecin si elles présentent des symptômes de syndrome des ovaires polykystiques, comme des irrégularités menstruelles ou des signes d'hyperandrogénie. Un diagnostic approprié est essentiel pour une gestion efficace. En gros, quels examens médicaux sont nécessaires pour diagnostiquer le syndrome des ovaires polykystiques? En plus des analyses de sang et de l'échographie pelvique, un examen physique détaillé et un historique médical complet sont importants pour établir un diagnostic. Quelles sont les complications potentielles du syndrome des ovaires polykystiques durant la grossesse? Les complications peuvent inclure le diabète gestationnel, une hypertension et un risque accru de césarienne. Les femmes atteintes de syndrome des ovaires polykystiques doivent être surveillées de près pendant la grossesse. Comment la nutrition joue-t-elle un rôle dans la gestion du syndrome des ovaires polykystiques? Une alimentation équilibrée, riche en fibres, en protéines maigres et pauvre en sucre raffiné, peut aider à la gestion du poids et à la régulation des hormones, réduisant ainsi les symptômes. Quels types d'exercices sont recommandés pour les femmes atteintes de syndrome des ovaires polykystiques? Les exercices d'endurance, comme la marche, le cyclisme et la natation, ainsi que des exercices de renforcement musculaire sont recommandés pour améliorer la sensibilité à l'insuline et contribuer à la gestion du poids. Les femmes atteintes de syndrome des ovaires polykystiques devraient-elles éviter certains aliments? Bien qu'il n'y ait pas d'aliments spécifiques à éviter, il est conseillé de limiter les sucres ajoutés et les glucides raffinés pour mieux réguler la glycémie et la prise de poids. Est-ce que le syndrome des ovaires polykystiques nécessite un traitement préventif? Le traitement préventif n'est généralement pas nécessaire, mais la surveillance des symptômes et le suivi médical peuvent aider à éviter des complications sur le long terme. Les contraceptifs oraux sont-ils fiables pour traiter le syndrome des ovaires polykystiques? Oui, les contraceptifs oraux peuvent réguler les cycles menstruels et réduire les symptômes d'hyperandrogénie. Cependant, elles ne traitent pas directement la résistance à l'insuline. Le syndrome des ovaires polykystiques peut-il affecter la libido? Certaines femmes peuvent éprouver des modifications de leur libido dues à des déséquilibres hormonaux ou à des effets psychologiques,
mais cela varie d'une personne à l'autre. Comment le syndrome des ovaires polykystiques est-il lié à l'obésité? Il existe une connexion entre le syndrome des ovaires polykystiques et l'obésité. Beaucoup de femmes avec syndrome des ovaires polykystiques luttent avec un excès de poids, exacerbant les symptômes du trouble. Le syndrome des ovaires polykystiques peut-il entraîner des soucis de santé à long terme? Oui, le syndrome des ovaires polykystiques est associé à un risque accru de maladies métaboliques et cardiovasculaires, d'hyperplasie endométriale et de divers problèmes de santé sinon gérés. Les enfants de femmes atteintes de syndrome des ovaires polykystiques courent-ils un risque accru de développer ce syndrome? Oui, la dépendance génétique au syndrome des ovaires polykystiques peut signifier qu'une fille dont la mère a le syndrome des ovaires polykystiques peut présenter un risque accru d'en développer un. Le traitement précoce du syndrome des ovaires polykystiques est-il important? Oui, traiter le syndrome des ovaires polykystiques tôt peut aider à gérer les symptômes, prévenir des complications et améliorer la qualité de vie des patientes. Est-il possible d'adopter un mode de vie totalement naturel pour le syndrome des ovaires polykystiques? Bien que cela soit possible, il est préférable d'avoir une approche intégrative qui combine les traitements naturels avec des soins médicaux pour une meilleure gestion. Comment les médecines alternatives peuvent-elles aider avec le syndrome des ovaires polykystiques? Des traitements tels que l'acupuncture, des suppléments nutritionnels ou la phytothérapie peuvent offrir un soutien supplémentaire. Mais il est essentiel de les discuter avec un professionnel de santé. Le stress influence-t-il le syndrome des ovaires polykystiques? Oui, le stress peut affecter les niveaux hormonaux et aggraver les symptômes du syndrome des ovaires polykystiques, donc une gestion du stress par le mindfulness ou d'autres techniques peut être bénéfique. Quels examens doivent être réalisés régulièrement pour les femmes avec syndrome des ovaires polykystiques? Des contrôles réguliers de la glycémie, de la pression artérielle et du profil lipidique sont recommandés pour éviter des complications métaboliques. Comment le syndrome des ovaires polykystiques est-il lié à la santé mentale? Les défis liés au syndrome des ovaires polykystiques, tels que l'infertilité ou l'image corporelle, peuvent contribuer à des taux élevés d'anxiété et de dépression chez les femmes touchées. Les femmes atteintes de syndrome des ovaires polykystiques sont-elles à risque d'apnée du sommeil? Oui, des études indiquent que les femmes avec syndrome des ovaires polykystiques courent un risque accru de développer des troubles respiratoires pendant le sommeil, souvent en lien avec l'obésité. Comment le syndrome des ovaires polykystiques peut-il influencer l'endurance des femmes pendant l'exercice? Certaines femmes peuvent éprouver de la fatigue ou des niveaux d'énergie inférieurs en raison de déséquilibres hormonaux, affectant leur capacité à s'entraîner de façon efficace. Le syndrome des ovaires polykystiques peut-il être géré sans médicaments? Pour certaines femmes, des changements de style de vie et des interventions diététiques peuvent suffire à gérer les symptômes, mais cela ne fonctionne pas pour toutes. Les femmes peuvent-elles avoir recours au traitement de fertilité en cas de syndrome des ovaires polykystiques? Oui, plusieurs traitements de fertilité, y compris la stimulation ovarienne et la fécondation in vitro, FIV, peuvent être envisagés pour les femmes atteintes de syndrome des ovaires polykystiques. Quelle est la relation entre le syndrome des ovaires polykystiques et les troubles alimentaires? Certaines femmes atteintes de syndrome des ovaires polykystiques peuvent être plus susceptibles de développer des troubles alimentaires en raison de l'image corporelle et des difficultés liées à la gestion du poids. Le syndrome des ovaires polykystiques a-t-il des effets hormonaux durables même après la ménopause? Il est possible que des déséquilibres hormonaux persistent après la ménopause, bien que la sévérité des symptômes puisse diminuer. Quels compléments ou nutriments peuvent être bénéfiques pour les femmes atteintes de syndrome des ovaires polykystiques? Des compléments comme le déchiroinositol et l'acide folique peuvent être bénéfiques, mais il est essentiel de consulter un professionnel de santé avant de les prendre. Le syndrome des ovaires polykystiques peut-il affecter la santé cardiovasculaire? Oui, les femmes atteintes de syndrome des ovaires polykystiques présentent un risque accru de maladies cardiovasculaires en raison de l'obésité, de l'hyperlipidémie et de l'hypertension. Comment le syndrome des ovaires polykystiques peut-il impacter la santé des os? Une baisse des niveaux d'estrogène, souvent observée chez les femmes présentant des irrégularités menstruelles, peut affecter la densité osseuse à long terme. Les femmes avec syndrome des ovaires polykystiques doivent-elles surveiller leur poids? Oui, le contrôle du poids est essentiel, car même une perte de poids légère peut contribuer à améliorer les symptômes et la santé globale. Le syndrome des ovaires polykystiques entraîne-t-il des menstruations douloureuses? Certaines femmes peuvent expérimenter des douleurs menstruelles plus intenses en raison d'une production accrue de prostaglandine, souvent liée à des déséquilibres hormonaux. Comment les partenaires des femmes atteintes de syndrome des ovaires polykystiques peuvent-ils les soutenir? La communication ouverte, l'éducation sur le syndrome des ovaires polykystiques et le soutien émotionnel sont essentiels pour aider une partenaire à faire face aux défis posés par ce syndrome. Le syndrome des ovaires polykystiques est-il un syndrome permanent?
Le syndrome des ovaires polykystiques est souvent considéré comme un état chronique. Cependant, avec une gestion adéquate, similaire au changement de style de vie et au traitement, les symptômes peuvent être minimisés. Quel conseil donneriez-vous à une femme récemment diagnostiquée avec le syndrome des ovaires polykystiques ? Il est important de s'éduquer sur le syndrome des ovaires polykystiques, de consulter régulièrement un professionnel de santé, de maintenir un mode de vie sain et de ne pas hésiter à demander du soutien, que ce soit auprès de groupes ou d'amis. Que pouvez-vous dire en plus sur le syndrome des ovaires polykystiques ? Le syndrome des ovaires polykystiques est souvent associé à des troubles métaboliques, y compris la résistance à l'insuline, ce qui augmente le risque de développer un diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires. Une surveillance sérieuse et un mode de vie sain sont donc essentiels. Consulter un endocrinologue peut être très bénéfique, surtout si vous présentez des troubles hormonaux ou si vous avez des préoccupations concernant la gestion de la résistance à l'insuline. La santé mentale joue un rôle crucial dans la gestion du syndrome des ovaires polykystiques, car le stress, l'anxiété et la dépression peuvent aggraver les symptômes. Une approche holistique qui inclut le bien-être émotionnel est souvent nécessaire. Généralement, les contraceptifs oraux ne sont pas prescrits lorsque l'on tente de concevoir, car ils empêchent l'ovulation. Les femmes qui envisagent de tomber enceinte devraient discuter avec leur médecin des meilleures options. L'ovulation induite implique l'utilisation de médicaments pour stimuler l'ovulation. Cela peut être fait avec des médicaments comme le clomifène ou les gonadotrophines. La surveillance par échographie est souvent utilisée pour s'assurer que l'ovulation se produit. Certaines femmes se tournent vers des approches alternatives, comme l'acupuncture, la méditation ou des thérapies diététiques. Bien que certaines d'entre elles aient montré des résultats prometteurs, il est essentiel de les discuter avec un professionnel. Les femmes atteintes de syndrome des ovaires polykystiques peuvent souffrir de cheveux fins ou d'une perte de cheveux sur le cuir chevelu en raison d'un excès d'androgène. Des traitements anti-androgènes peuvent détourner ce phénomène. Certaines études suggèrent que les femmes atteintes de syndrome des ovaires polykystiques peuvent avoir des taux plus élevés de maladies pulmonaires obstructives. Cependant, davantage de recherches sont nécessaires pour comprendre ce lien. Sensibiliser le public par le biais de campagnes éducatives, de séminaires, et de partager des témoignages peut aider à augmenter la conscience et à réduire la stigmatisation autour du syndrome. Les traitements hormonaux qui régulent les cycles menstruels peuvent réduire le risque de cancer endométrial en prévenant l'accumulation de l'endomètre. Le syndrome des ovaires polykystiques est souvent associé à une résistance à l'insuline, qui impacte le métabolisme des glucides et peut également altérer le métabolisme des lipides. L'insuline stimule la production d'androgènes par les ovaires, perturbant ainsi l'équilibre hormonal. En retour, des niveaux élevés d'insuline peuvent entraîner une augmentation des triglycérides et une diminution du taux de cholestérol HDL, bon cholestérol. Cela peut accroître le risque de maladies cardiovasculaires chez les femmes atteintes de syndrome des ovaires polykystiques. Une approche de traitement efficace inclut souvent des changements diététiques pour améliorer la sensibilité à l'insuline, ainsi que de l'exercice régulier pour aider à normaliser le métabolisme. Des études sur des jumeaux et des familles montrent que le syndrome des ovaires polykystiques a une composante héréditaire. Des variations génétiques ont été identifiées qui augmentent la prédisposition au syndrome des ovaires polykystiques, en particulier celles associées à la régulation des hormones et au métabolisme de l'insuline. Ces découvertes suggèrent que les facteurs environnementaux interagissent avec ces prédispositions génétiques. Par conséquent, les femmes ayant des antécédents familiaux de syndrome des ovaires polykystiques peuvent avoir un risque plus élevé. Comprendre cette composante génétique peut également influencer l'approche de traitements personnalisés. Le syndrome des ovaires polykystiques est souvent considéré comme un facteur de risque pour le développement du syndrome métabolique, qui est un ensemble de conditions telles que l'obésité abdominale, l'hypertension et des niveaux élevés de glucose sanguin. Les études montrent que les femmes atteintes de syndrome des ovaires polykystiques sont plus susceptibles de développer ces conditions à un âge plus précoce. La résistance à l'insuline, fréquemment observée chez les femmes atteintes de syndrome des ovaires polykystiques, joue un rôle majeur dans cette connexion. Établir des stratégies préventives, comme des changements de mode de vie, peut aider à minimiser le risque de développer un syndrome métabolique. Les antiandrogènes, tels que la spironolactone, sont souvent utilisés pour traiter des symptômes comme l'hirsutisme et l'acné chez les femmes atteintes de syndrome des ovaires polykystiques en bloquant les effets des androgènes. Cependant, ces médicaments peuvent avoir des effets secondaires significatifs, notamment des déséquilibres électrolytiques, des troubles digestifs et dans certains cas, des effets sur l'humeur. De plus, les femmes qui souhaitent tomber enceintes doivent utiliser une contraception efficace, car ces médicaments peuvent être tératogènes. Il est crucial que les patientes soient bien informées des avantages et des risques potentiels avant de commencer ces traitements. La médecine régénérative, y compris l'utilisation de cellules souches,
suscite un intérêt croissant dans le traitement des troubles hormonaux, comme le syndrome des ovaires polykystiques. Les recherches émergentes se penchent sur la possibilité d'utiliser des cellules souches pour restaurer la fonction ovarienne ou améliorer la régulation hormonale. Bien que ces approches soient encore en phase expérimentale, elles pourraient offrir des solutions alternatives pour traiter les femmes non seulement en matière de fertilité, mais aussi pour la régulation du métabolisme et des symptômes métaboliques associés au syndrome des ovaires polykystiques. Le syndrome des ovaires polykystiques est associé à un risque accru de diverses affections gynécologiques, y compris l'hyperplasie endométriale et potentiellement le cancer de l'endomètre. Cela est principalement dû à des cycles menstruels irréguliers qui peuvent entraîner une exposition prolongée à des niveaux d'estrogène sans opposition de progestérone. Des études indiquent que les femmes souffrant de syndrome des ovaires polykystiques peuvent avoir un risque multiplicatif plus élevé de développer des cancers de l'endomètre, surtout si elles sont obèses. Il est donc essentiel de surveiller les symptômes et de consulter régulièrement un professionnel de santé pour des évaluations appropriées. Le syndrome des ovaires polykystiques peut affecter la santé reproductive des femmes à différents stades de leur vie. En plus des défis liés à la conception, il est possible que les femmes souffrant de syndrome des ovaires polykystiques aient également des complications pendant la grossesse, comme des taux plus élevés de fausses couches ou d'accouchements prématurés. De plus, des symptômes tels que des irrégularités menstruelles peuvent persister, même après la grossesse. La prise en charge médicale et un suivi adapté sont donc cruciaux pour prévenir des problèmes à long terme. La perception sociale du syndrome des ovaires polykystiques peut affecter significativement la santé mentale et le bien-être des patientes. La stigmatisation autour des symptômes visibles, tels que l'hirsutisme ou l'acné, peut mener à une faible estime de soi et à des problèmes d'anxiété ou de dépression. Beaucoup de femmes peuvent se sentir isolées et avoir du mal à trouver du soutien. Une éducation accrue concernant le syndrome des ovaires polykystiques, tant auprès des professionnels de la santé que du grand public, est essentielle pour réduire cette stigmatisation et améliorer le soutien communautaire. L'accès à des soins de qualité pour le syndrome des ovaires polykystiques peut être particulièrement difficile dans les zones rurales où les spécialistes en santé féminine peuvent être rares. Les femmes peuvent avoir des difficultés à obtenir un diagnostic précis, à accéder à des traitements spécialisés ou à recevoir un soutien psychologique. Cela pourrait entraîner une aggravation des symptômes et des complications potentielles. Des initiatives de télémédecine et des programmes de sensibilisation peuvent jouer un rôle important dans l'amélioration de l'accès aux soins pour ces femmes. La recherche sur le syndrome des ovaires polykystiques évolue rapidement, avec des avancées dans la compréhension des mécanismes moléculaires sous-jacents, des traitements et des approches préventives. Les études cliniques portent sur de nouveaux médicaments, des thyroïdiennes et des thérapies ciblées qui pourraient un jour offrir des solutions plus efficaces pour la gestion des symptômes. De plus, la recherche sur le microbiome et ses interactions avec l'hormone et le métabolisme pourrait ouvrir des voies prometteuses pour des traitements intégrés. L'actualisation continue du savoir médical aura un impact direct sur les pratiques cliniques et les résultats pour les patients. Les femmes atteintes de syndrome des ovaires polykystiques éprouvent souvent des déséquilibres hormonaux, dont une surproduction d'androgènes et des niveaux élevés d'estrogènes. Ces fluctuations peuvent influer négativement sur la santé osseuse. Les estrogènes jouent un rôle crucial dans la protection des os en inhibant la résorption osseuse. Dans le syndrome des ovaires polykystiques, l'irrégularité menstruelle peut entraîner des périodes prolongées d'exposition insuffisante aux estrogènes, ce qui augmente le risque d'ostéoporose. Pour les femmes avec syndrome des ovaires polykystiques, il est essentiel de surveiller la santé osseuse et d'intégrer des stratégies préventives, comme une alimentation riche en calcium et en vitamine D, ainsi qu'un exercice régulier. Les femmes atteintes de syndrome des ovaires polykystiques présentent une incidence plus élevée de troubles de l'humeur, dont l'anxiété et la dépression, en raison de facteurs multifactoriels tels que les effets physiques de la maladie, comme l'hirsutisme et les irrégularités menstruelles, et les défis associés à la fertilité. Ces troubles peuvent aggraver les symptômes du syndrome des ovaires polykystiques, créant un cycle de détresse émotionnelle. Des études montrent que la gestion du stress par la thérapie cognitive, la pleine conscience et des groupes de soutien peut améliorer significativement la qualité de vie des patientes. Une prise en charge intégrée, associant santé mentale et santé reproductive, est cruciale pour le bien-être des femmes atteintes de syndrome des ovaires polykystiques. Le syndrome des ovaires polykystiques est un facteur de risque pour plusieurs comorbidités à long terme, notamment le syndrome métabolique, le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires. La résistance à l'insuline, un phénomène fréquent chez les patientes atteintes de syndrome des ovaires polykystiques, conduit à une accumulation de graisse viscérale et à d'autres anomalies métaboliques. Un suivi régulier est nécessaire pour surveiller ces conditions et des interventions précoces, telles que des changements dans le mode de vie et une éventuelle pharmacothérapie, peuvent permettre de minimiser les risques à long terme associés aux maladies métaboliques. La prise de poids peut exacerber les symptômes du syndrome des ovaires polykystiques,
notamment en aggravant l'hyperandrogénie et la résistance à l'insuline. Les femmes qui prennent du poids peuvent voir une augmentation de l'hirsutisme, de l'acné et des irrégularités menstruelles. De plus, le surpoids peut compliquer la gestion du syndrome des ovaires polykystiques, rendant les traitements, comme l'ovulation induite, moins efficaces. Les études montrent qu'une perte de poids modeste, même de 5 à 10% du poids corporel, peut améliorer significativement les résultats cliniques et réduire les symptômes. Un accompagnement nutritionnel et un programme d'exercice régulier sont souvent recommandés. Le diagnostic du syndrome des ovaires polykystiques peut être complexe et souvent retardé en raison de la variabilité des symptômes, qui peuvent être confondus avec d'autres problèmes de santé. De plus, certaines femmes ne reconnaissent pas les signes de syndrome des ovaires polykystiques ou ne les associent pas à un besoin de soins médicaux. Ce retard peut avoir des conséquences importantes, comme une diminution de la qualité de vie due à des symptômes non traités, des difficultés potentielles à concevoir, et le développement de comorbidités. Une sensibilisation accrue et une éducation médicale sur le syndrome des ovaires polykystiques peuvent réduire ces délais de diagnostic. Le syndrome des ovaires polykystiques complique souvent les choix de contraception en raison des déséquilibres hormonaux et des risques associés à certains médicaments. Par exemple, les contraceptifs hormonaux combinés peuvent être utilisés pour réguler les menstruations et réduire les symptômes liés aux androgènes. Cependant, certaines femmes peuvent avoir des préoccupations concernant les effets secondaires ou le risque de thrombose. D'un autre côté, des méthodes non hormonales peuvent ne pas traiter efficacement les symptômes du syndrome des ovaires polykystiques. Une discussion ouverte avec un professionnel de la santé est essentielle pour trouver la méthode contraceptive adaptée aux besoins individuels, tout en prenant en compte les signes cliniques du syndrome des ovaires polykystiques. Docteur, quel est votre dernier mot à ce sujet ? Pour prévenir d'éventuelles complications, il est recommandé aux patientes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques de mesurer leur tension artérielle chaque année et pendant la planification de leur grossesse, et de vérifier leur statut lipidique au moment du diagnostic. En raison du risque accru des intolérances au glucose et de diabète de type 2, une évaluation de l'état glycémique lors du diagnostic initial est recommandée, ainsi qu'une réévaluation tous les 1 à 3 ans. Il est également recommandé de vérifier l'état glycémique avant la conception ou en début de grossesse et entre la 24e et la 28e semaine de grossesse à l'aide du test de tolérance au glucose par voie orale. Docteur Glody, merci. Je vous en prie, Nicolas. Merci de nous avoir suivis. Vous avez donc appris beaucoup de choses aujourd'hui concernant cette maladie, tout comme moi. Je vous retrouve pour un prochain numéro, alors n'hésitez pas de vous abonner et de partager le contenu. Que Dieu vous accorde une meilleure santé. Allez, ciao!